Monsieur Hermouche, est-ce que vous m'entendez? On ne m'entend pas. Activez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Hermouche. Allô? Merci. Allô, alors, on a avec vous le professeur Hermouche, professeur de Hicham Hermouche, professeur de médecine interne au CHU de Rabat. Alors, il va parler d'un sujet qu'on trouve fréquemment dans nos cabinets. Alors, un patient qui vient vous poser la sonde, puisqu'on est tous presque échographistes, on trouve une péricardite. Qu'est-ce qu'on doit faire pour traiter cette péricardite? À vous la parole, monsieur le professeur. Est-ce que vous nous voyez? Non, je ne vois pas, mais je vois mes diapos. Est-ce que vous voyez mes diapos? C'est bon? Oui, c'est bon. À vous la parole. Ça passe? Très bien. Donc, bonjour tout le monde et merci beaucoup de me permettre de clôturer donc, le congrès. Et puis, on va faire une thématique un peu particulière puisque c'est une thématique de cardiologie ou à cheval entre la cardiologie et d'autres spécialités. Et je pense que après une longue discussion avec Sylvain, on s'est rendu compte que la péricardite, comme tu l'as très bien dit, c'est plutôt une affaire de médecin généraliste avant d'être une affaire de spécialiste. Et vous allez voir que la péricardite est de moins en moins de la cardiologie. C'est plutôt de la médecine générale, puisque quand vous faites une sonde, vous avez un patient qui vient avec une douleur thoracique, vous retrouvez quelque chose qui peut ressembler à une péricardite, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Donc, c'est ce que je vais essayer de faire durant le temps qui m'est imparti. Et voilà, je vais répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, déjà dès le départ, pour remettre les choses et démystifier la péricardite sur le plan nosologique, les maladies péricardiques, c'est soit des maladies isolées, soit, et c'est peut-être là où la médecine interne intervient, un des éléments d'une maladie de système. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a changé la terminologie. On parle de syndrome péricardite et au sein des syndromes péricardiques, il y a la péricardite et dans la péricardite, il y a 4 choses que je vais essayer de vous détailler. Vous allez voir que vous avez un rôle extrêmement important dans la prise en charge des péricardites et donc aiguë, subaiguë, chronique et récidivante. Nous allons voir à quoi cela correspond. La troisième chose sur laquelle je voudrais insister avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il y a très peu de data épidémiologique. Et j'ai essayé de ressortir l'ensemble des données de la littérature. Et vous allez voir que les grosses publications, ce sont les études italiennes. Et une notion importante sur laquelle je vais m'attarder un peu, c'est que quand vous faites le diagnostic du péricardite, donc la fameuse douleur thoracique du péricardite, attention, ça peut être une myopéricardite. Nous allons voir également ce qu'il faut faire pour ne pas passer à côté d'une myopéricardite, parce que dans 15% un malade sur 6, il y a cette association. Et puis, regardez, pourquoi est-ce que c'est de la médecine générale? Parce que quand on voit les admissions en hôpital cardiologique, c'est uniquement 0,2%. Et quand on voit les douleurs thoraciques, c'est 5% des admissions dans les pays occidentaux. Alors, voilà ce dont on parle. Et c'est cette nouvelle, maintenant, dénomination. On parle de péricardite aiguë, de péricardite récurrente. Et en gros, la grosse question qui se pose et pourquoi la médecine générale est importante, c'est que vous serez amené à poser diagnostic péricardite aiguë, mais votre objectif, parce que c'est la grosse problématique des péricardites aiguës, c'est qu'elles se transforment en péricardite récurrente. Et ceux qui ont soigné des péricardites savent qu'un patient qui passe en récurrence, ça empoisonne la vie. C'est quelqu'un qui va arrêter de travailler. Et en gros, comment est-ce que vous posez le diagnostic? Vous avez des critères, c'est une douleur thoracique, voilà, c'est cette douleur thoracique, ce frottement péricardite que vous recherchez à l'auscultation, les anomalies ECG que vous faites tous au niveau de votre cabinet, et puis pour pouvoir, et en gros, lorsque ce qu'on appelle ici cette épanchement péricardique n'est pas systématique, et votre objectif c'est de poser le diagnostic, comment on pose le diagnostic? Ben, vous avez une CRP augmentée et vous pouvez confirmer cela des fois par une imagerie, notamment par une IRM. Donc en gros, c'est de la clinique, c'est de l'ECG et c'est surtout un marqueur, bien sûr, biologique qui est la CRP. Alors pourquoi est-ce que vous devez poser le diagnostic rapidement et traiter rapidement et nous allons voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le traitement et qu'est-ce qu'il faut faire dans le traitement? Parce que votre objectif, c'est de poser le diagnostic lorsque vous êtes en péricardite aiguë, lorsque c'est moins 4 à 6 semaines.
La péricardite incessante, et c'est ce qui pose le gros problème, c'est une péricardite pour laquelle vous avez posé le diagnostic et qui va durer sans aucune rémission. Et ça, c'est ce qui fait la gravité. La récurrence, c'est que vous allez avoir une péricardite qui va disparaître et puis vous allez avoir des rechutes. Et la chronicité, cette péricardite dure au-delà de 3 mois. Et donc, notre objectif à nous tous en tant que médecins, c'est de poser le diagnostic ici et d'éviter que la péricardite ne devienne incessante, récurrente ou chronique. Et nous allons essayer de voir. Alors ça, le CG, c'est pas à vous que je vais apprendre comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'une péricardite à l'ECG. C'est des choses évidentes que vous faites tous au niveau de votre cabinet. Donc, ça ne pose pas de problème de diagnostic positif. Alors, cette diapo, je l'ai mise. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos collègues, en effet, la douleur thoracique, c'est le symptôme qui va faire amener le patient chez notre médecin généraliste. Mais les autres symptômes que nous recherchons systématiquement ne sont pas fréquents. Le frottement ne se voit que chez 25% des patients. Les modifications ECG, uniquement, c'est 40% des patients. Et l'épanchement, c'est uniquement 17% de patients. C'est ce qui fait, en fin de compte, que nous avons choisi de vous traiter ce sujet parce que le patient qui va venir vous voir, et ce d'autant plus qu'il est jeune, il vient avec une douleur thoracique. Ce n'est pas un infarctus du myocarde, c'est une péricardite et vous allez rechercher les étiologies. Alors, l'IRM, sachez que vous pourrez être amené, lorsque vous avez un doute diagnostique, à demander une IRM cardiaque. Elle a un double intérêt. Bien sûr, confirmer les penchants péricardiques et la péricardite, mais surtout rechercher une myocardite associée. C'est ça, en fin de compte, la principale. Donc, voilà les questions à laquelle vous et nous, puisque la médecine générale se pose les mêmes questions que la médecine interne en présence d'une péricardite, c'est est-ce qu'il faut toujours rechercher une cause? Et vous êtes dès le départ, je vous dis que non. Quels sont les risques à court et long terme? Et je vous ai parlé tout à l'heure déjà, j'ai commencé à en parler. Comment traiter et surtout, ce qu'il ne faut pas faire dans le traitement pour éviter la chronicité. Et puis, une question que se pose la médecine générale, combien de temps faut-il traiter? Quand est-ce que je vais passer la main au médecin, un cardiologue ou un interniste? Premier message, c'est que quand vous avez une péricardite, vous devez être sûr que vous n'avez pas une myocardite associée. Et c'est ce qu'on appelle la myopéricardite. La myopéricardite peut être asymptomatique, mais en général, dans une péricardite associée à une myocardite, vous avez en général un épisode pseudo-grippal avec de la fièvre, des arthralgies, des douleurs thoraciques évocatrices d'un syndrome coronaire aigu, et ce d'autant plus que le sujet est jeune. Vous pouvez avoir des signes d'insuffisance cardiaque, mais là, c'est plutôt l'affaire du cardiologue. Mais attention aux douleurs abdominales avec les transaminases élevées. Bon, bien sûr, la mort subite, je n'en parle pas. Alors, le diagnostic, pour lesquels, quand le diagnostic est évident, la médecine générale n'a pas de rôle important, c'est essentiellement quand vous avez des signes cardiaques associés, et bien sûr, en l'absence de maladies coronaires ou valvulaires additives. Alors, faut-il rechercher une étiologie? Alors, quand on voit le tableau des étiologies des péricardites, regardez la majorité, et je vais y revenir tout à l'heure, vous avez l'idiopathique, vous avez les néoplasies, vous avez les post-cardiaques, où là, la question se pose même pas, c'est le cardiologue, vous avez beaucoup d'infections, et puis vous avez également les maladies auto-immunes, où le gros des étiologies, ce sont les maladies auto-immunes, mais vous allez voir que malgré cela, quand on s'intéresse au pourcentage des étiologies, ben regardez, 85% des péricardites sont virales et sont idiopathiques. Et c'est ce qui fait que, en fin de compte, le médecin généraliste a le rôle primordial dans la prise en charge de ces étiologies, de ces péricardites. Et en gros, nous, spécialistes, que ça soit les internistes, regardez, maladies auto-immunes, c'est uniquement 2%. Les maladies infectieuses, donc médecine interne, c'est uniquement 7%. Les néoplasies, c'est uniquement 6%. Donc, en gros, le médecin généraliste a un rôle extrêmement important dans la prise en charge des péricardites. Donc, à la question, est-ce que la recherche étiologique est systématique? La réponse est clairement non. Elle n'est pas systématique, elle n'est pas indispensable. Il y a une nécessité d'un tri des patients. Et comment est-ce qu'on fait affaire pour trier des patients?
Alors, quand est-ce que vous allez penser maladie de système maintenant que vous nous faites appel souvent à nous, donc vous êtes venus interniste par cooptation, si on veut dire, vous avez des signes qui sont évidents. Bien sûr, et je vous rappelle encore une fois, cette diapo, c'est uniquement 2%. C'est des signes cliniques simples. Un rash malaire pour un lupus, un phénomène de Raynaud qui évoque une maladie auto-immune. Ce lupus, d'accord, c'est granulome sarcoïde qui sont évidents de sarcoïdose. Et puis, ces lésions de dermatomyosite qui sont extrêmement évidentes. Et puis, la maladie d'Orton avec, en général, c'est un sujet âgé, avec ce cordon saillant. Si, donc ça, c'est des tableaux évidents. Au Maroc, regardez la bouche, vos patients chez un aft pour la maladie de Bessède, un aft scrotal également pour la maladie de Bessède, la pseudofolliculite où il faut déshabiller le patient pour la maladie de Bessède, et puis regardez, amusez-vous à regarder les pieds de vos patients, recherchez un purpura pour les libidos et un purpura des membres inférieurs. Et en gros, ces maladies auto-immunes, dont on parle beaucoup, qui font le gros des étiologies des péricardites, en gros, ne représentent que 2% des étiologies des péricardites avec le bilan que l'on fait, mais ça, c'est plutôt l'interniste qui va le faire. Donc, en gros, quand vous êtes en présence d'une péricardite, quand vous n'avez pas de signes cliniques évocateurs, et ce d'autant plus que le sujet est jeune, vous êtes en droit, s'il y a un seul examen que vous devez faire, c'est la CRP. Ce que la CRP est élevée en cas de péricardite. Vous pouvez éventuellement faire des choses qui peuvent rapporter gros, hépatite B, hépatite C et sérologie HIV, thyroïde, PHA, VDRL, le bilan pour voir le retentissement transaminase, CPK, urécréatinine, NFS. Les sérologies n'ont aucun intérêt. Et puis les examens spécifiques, là aussi, vous pouvez le faire. S'il n'y a pas de signe évident, c'est le bilan que vous allez faire. Et vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt de la médecine générale. Alors, comment va-t-on trier quand on est en médecine générale? Quand est-ce qu'on va dire ce patient, je le garde et je le traite, et ce patient, je vais l'adresser au spécialiste? Vous commencez toujours par l'examen, le CG, radio de poumon, CRP, et puis vous allez en gros rechercher les signes de gravité. Les signes de ce qu'on appelle les facteurs de mauvais pronostic, ils sont là au niveau de cette diapo. C'est quand vous avez une fièvre qui est très élevée, quand vous avez un grand épanchement péricardite, quand vous avez une tamponnade, quand vous avez mis l'aspirine ou alors un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant une semaine et que le malade ne s'améliore pas, à ce moment-là, vous faites une enquête étiologique et vous adressez le patient. Et donc, vous devinez que le traitement que vous devez initier au départ, ce sont les anti-inflammatoires stéroïdiens et tout particulièrement l'aspirine, je vais y revenir tout à l'heure. Et là aussi, je passe le message dès le départ, ne jamais donner une corticothérapie lorsque vous doutez sur une péricardite, parce que c'est le principal facteur responsable des récurrences péricardiques. Alors, le traitement, ce que nous pensons, et j'en ai parlé avec mes amis du bureau, où on s'était mis d'accord sur le fait de traiter la péricardite dans MG Maroc, j'ai sorti les différentes recommandations. Vous allez voir que la médecine générale a un rôle important. Première chose, c'est les recommandations non pharmacologiques qu'on oublie. Le dernier footballeur qui a eu une péricardite, vous le connaissez tous, ben les médecins lui ont dit c'est 3 mois d'arrêt total de toute activité physique. Et donc, en gros, lorsque vous avez un patient avec une péricardite, le premier message à vous donner de médicaments, c'est un certificat médical, vie sédentaire, jusqu'à résolution des symptômes et normalisation de la CRP. Ce n'est pas les patients qui font des récurrences, ce sont des patients qui reprennent une activité physique le plus rapidement possible. Et regardez pour les sportifs, disparition des symptômes, normalisation et reprise au moins 3 mois après une péricardite. Parce que si vous reprenez plus tôt, vous allez avoir des récurrences et c'est toute la carrière sportive qui va être gredée. Alors la question qui se pose, c'est quels sont les patients, parce que vous avez deviné que la principale complication des péricardites, ce sont les récurrences péricardites. Alors quels sont les patients qui sont à risque de péricardite récurrente? C'est les patients qui n'ont pas eu de colchicine. Donc, en gros, vous devinez que le traitement de la péricardite aiguë, c'est la colchicine. Les patients qui ont été traités de manière trop courte, les patients à qui on a arrêté trop rapidement et les patients à qui on a donné une dose inadéquate des anti-inflammatoires. Et quand on respecte pas cela,
le risque de rechute, il est de 50%. Donc, vous avez vu, un malade sur deux va rechuter à chaque fois. Sur cette diapo, j'ai mis les principaux médicaments. Et en gros, regardez, ces médicaments, c'est de la médecine générale. C'est de l'aspirine, c'est de l'ibuprofène, c'est de la colchicine, c'est éventuellement un peu de prédnisone, je vais y revenir tout à l'heure comment. Et en gros, nous, vous avez vu que la médecine interne prend de plus en plus de place, la cardiologie dans la prise en charge de ces médicaments, parce que quand ça ne marche pas, ce sont des immunosuppresseurs que l'on doit donner, et puis les anti-IL1, l'anakinra, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Alors, est-ce que ça marche? En gros, colchicine, un comprimé par jour, associé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine. Regardez, quand on va dans cette étude, le groupe qui n'a pas reçu ce médicament versus ce groupe, ben, les courbes sont évidentes. En gros, quand vous donnez de la colchicine associée aux anti-inflammatoires de l'aspirine, 60% de réduction de récurrence à 18 mois, 58% à 18 mois et 34% à 3 ans. Et nous avons suffisamment d'études. Je vous ai mis ici toutes les études que je ne vais pas détailler, où quand vous associez colchicine avec aspirine, et vous allez voir que l'aspirine, c'est à 3 grammes qu'il faut la donner, ben regardez, on a une efficacité sur les récurrences dans toutes les études qui ont été réalisées dans la littérature. Et regarde, cette dernière étude qui a quelques mois, donc qui date de décembre 2022, qui montre que quand vous donnez colchicine chez vos patients, donc ça coûte 18 dirhams, ben regardez, ça permet de diminuer les récurrences de 50%, 30% versus chez les patients qui n'ont pas reçu ces médicaments. Donc, traitement de première intention en médecine générale d'une péricardite aiguë, restriction de l'activité physique, aspirine, et regardez, je vous invite à voir la dose, c'est 1 gramme 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines avec une décroissance progressive et ce n'est pas un arrêt brutal. Quand vous donnez de l'ibuprofène, c'est 800 mg 3 fois par jour. Quand vous donnez de l'indométacine, c'est 50 mg 3 fois par jour. En gros, le message que je donne ici, c'est qu'il faut donner la dose maximale de votre anti-inflammatoire et donc de ce fait, vous allez donner associé à un IPP à double dose, associé à de la colchicine, donc un comprimé par jour, pendant au moins 6 mois. Voilà le traitement de première intention. Est-ce qu'il faut donner des corticoïdes? La réponse est non. C'est ce qui a détruit les patients. Les patients qui recevaient systématiquement des corticoïdes, c'est des patients qui ont fait des récurrences en permanence. Et là, les études l'ont très bien montré. Les corticoïdes sont aussi une augmentation de récurrence. Et ce, d'autant plus qu'ils sont prescrits au premier épisode. Donc, 1 mg de kilo de corticoïdes est à bannir du traitement de la colchicine, de la péricardite. Alors, les études actuellement, donc depuis 2008, cette première étude qui a essayé de comparer chez des patients qui répondaient pas aux anti-inflammatoires et qui étaient graves sous 1 mg kilo jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils se sont posé la question, est-ce qu'en comparant une petite dose de prédnisone, 0,2 mg kilo jour, versus 1 mg kilo jour, est-ce que ça fait mieux? Ben regardez, une petite dose de corticoïdes à 0,2 fait beaucoup mieux que de fortes doses de corticoïdes. Et donc, le message, c'est que des corticoïdes à faible dose associés à la colchicine doivent être envisagés en cas de péricardite avec une contre-indication, donc j'insiste sur le mot, ou un échec à l'aspect des anti-inflammatoires quand une cause infectieuse est exclue. Donc, en gros, les corticoïdes ne doivent jamais être donnés en première intention. Par contre, lorsque vous avez une maladie auto-immune, à ce moment-là, des corticoïdes à faible dose sont donnés. Donc, traitement de deuxième intention de péricardite aiguë, restriction de l'activité physique. Quand ça ne marche pas anti-inflammatoire, et en général, c'est une situation qui est rare, bien sûr, c'est toujours colchicine, là, je ne discute pas. Vous êtes en droit de donner 0,2 mg kilo jour de prédnisone. Pendant 4 semaines, vous allez arrêter en 3 mois. Alors, quid des médicaments? Et vous avez vu, en fin de compte, que nous, spécialistes, essentiellement en médecine interne, et éventuellement les cardiologues, mais les cardiologues, on travaille beaucoup avec nos amis cardiologues. Les internistes ont pris beaucoup de place dans la prise en charge des péricardites. Pourquoi? Parce que quand les médicaments dont je vous ai parlé en médecine générale ne marchent pas, à ce moment-là, on est en droit de donner des immunosuppresseurs, que ça soit l'Immurel ou le méthotrexate, que ça soit les immunoglobulines intraveineuses. Et puis l'actualité maintenant, je vais en parler quand même puisque on est un congrès de médecine générale, mais on est un congrès d'un très haut niveau. Et donc, vous devez être au courant de la révolution en matière de traitement des péricardites, surtout dans les récurrences péricardites. Actuellement, on a les anti-L1,
qui sont disponibles sur le marché marocain, qui vont révolutionner la prise en charge des patients. Quand ça marche pas, donc on a dit systématiquement colchicine, première intention, restriction d'activité physique, anti-inflammatoire, aspirine, 3 grammes par jour, ou alors indométacine, ou alors ibuprofène à dose maximale, durée pendant au moins 3 mois, d'accord, colchicine pendant au moins 6 mois. Quand ça marche pas, petite dose de corticoïdes. Quand ça marche pas, immunosuppresseur 2, Immurel, cette étude qui montre que ça marche bien. Et puis, l'autre médicament, ce sont les immunoglobules intraveineuses. Bon, ça, c'est l'affaire du spécialiste. Pourquoi? Parce que c'est des malades qu'on hospitalise, qu'on donne des IGIV en voie intraveineuse pendant 5 jours. Et là, les études qui montrent que ça marche bien chez les patients qui ne répondent pas. Et donc, c'est le traitement de troisième intention. Je vous ai mis ici avec, bien sûr, quand ça ne marche pas, on donne les IGIV. Alors, quid de l'actualité? L'actualité que vous devez savoir, ce sont les anti-L1. Les anti-L1, actuellement, vous savez, ce sont une molécule qu'on a utilisée dans le Covid, dans les formes graves, quand on donnait de l'actemra, le tocilizumab, ou alors l'anti-L1, on les a donnés dans les orages cytokiniques du Covid. Et puis, l'une des premières études qui a montré l'intérêt de l'anakinra dans les péricardites, c'était dans le JAMA en 2016, où on a vu qu'on ça permettait de diminuer 90% des récurrences chez des patients qui répondaient pas et qui ont fait des récurrences. Et puis, après, bien sûr, on a eu plusieurs autres études, aussi bien chez les patients qui avaient reçu des corticoïdes que chez les patients qui avaient reçu des traitements de première et deuxième intention. Ces études ont montré, pédiatriques ont montré que l'anakinra, donc anti-L1, marchait très très bien. Et puis, plusieurs autres études où vous voyez, je vous ai résumé dans cette diapo, où les résultats vont de 43 à 100% d'efficacité, que ce soit dans les études rétrospectives ou les études prospectives. Les anti-L1 ont permis de révolutionner la prise en charge des traitements de la péricardite récidivante, des péricardites récidivantes. Alors, une dernière publication qui a montré, tout à l'heure j'ai parlé d'anakinra, mais pour ne pas faire de pub, je vous ai sorti également une publication de la dernière anti-L1, qui est le rilonacept, également New England Journal of Medicine, il y a 1 an et demi, qui montre l'autre, l'anakinra, c'est une injection par jour. Ici, l'avantage, c'est une injection par semaine, même résultat, donc même efficacité, bien sûr, avec des résultats qui sont extrêmement efficaces. Donc, si je veux résumer tout ce que j'ai dit depuis le début, je pense que je vous ai convaincu que la péricardite, c'est d'abord un diagnostic de médecine générale, que le traitement, et là, j'ai mis la stratégie thérapeutique en first line. C'est de la médecine générale, restriction de l'activité physique, aspirine 1 gramme 3 fois par jour pendant au moins 2 semaines, et puis dégression progressive, ou alors 800 mg 3 fois par jour d'ibuprofène, ou 50 mg 3 fois par jour d'indométacine, systématiquement colchicine pendant au moins 6 mois. Quand ça marche pas, traitement de deuxième intention, c'est toujours restriction de l'activité physique. C'est toujours colchicine et vous êtes sonné uniquement dans ces situations que vous êtes en droit de donner de la prednisone à plus faible dose, 0,2 mg par kilo par jour. Donc 0,2 fois 60 kg, ça fait 12 mg, donc 3 comprimés de 5 mg. Et c'est uniquement que ça ne marche pas, que vous l'envoyez chez le spécialiste. Et regardez les dernières recommandations. On plaçait les immunosuppresseurs en 4e intention. Et le fait de la révolution des anti-L1, ils ont pris une place en plus, donc on les donne juste après, bien sûr, l'échec de deuxième intention. Et en dernier lieu, bien sûr, on fait des péricardectomies. À ce moment-là, bien sûr, c'est le cardiologue et le chirurgien cardiaque qui intervient. Conclusion, j'espère que je vous ai convaincu, c'est la conversation la plus commune des maladies péricardiques. C'est vrai qu'elle est bénigne, souvent virale, je le répète encore une fois, mais il y a des complications. Et la principale, c'est les récurrences. Étiologie, bien sûr, origine géographique. Le traitement, c'est surtout colchicine à INS. Corticoïdes, il faut surtout pas les donner, ils sont responsables des récurrences. Et puis, la révolution actuellement pour les formes récurrentes, ce sont les anti-L1, thérapeutiques prometteuses, et nous avons la chance de les avoir sur le marché marocain. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hermouche, pour votre exposé. Très simple et qui a pu chasser cette hantise devant la péricardite. Et je donne la parole à l'assistance s'il y a des questions. Vous êtes en train de nous voir, professeur Hermouche? La régie. Moi, je vous vois pas. La régie. خليو الأستاذ يشوفنا.
باش يشوف شكون اللي يسولو. Voilà, maintenant, je me vois très bien. Voilà, tu me vois, et je moi? salue Moi, je sais pas. notre professeur Chiraibi que je vois. Voilà, d'accord. Je salue Oui. mon ami Merim Borkia. Donc, je suis Voilà. content d'écouter avec beaucoup d'attention sa présentation. Et puis, tous mes amis de la salle, le bureau, Madame Halami, Voilà. et puis tout le monde. Voilà, c'est des personnes que j'ai pu voir. Alors, on va passer à la première question, docteur Touel de Salé. Merci, professeur Hermouche, pour cet exposé. Même si vous êtes loin, vous êtes, pour nous, vous êtes auprès de nous. Ma Merci question. beaucoup, ça me touche. Ça va? Oui, j'entends. Ma question, à quel niveau doit s'arrêter le médecin généraliste pour la prise en charge d'une péricardite? Alors, quand est-ce qu'il peut s'arrêter? Quand est-ce qu'il peut référer? Alors, très bien. Donc, c'est une très très bonne question et voilà. Donc, j'ai essayé de répondre à cette question. Donc, en gros, douleur thoracique, CRP élevé, frottement péricardite. Vous avez une écho, vous savez bien faire ça. Vous avez un petit épanchement. S'il y a un sujet jeune, vous avez éliminé une myocardite par la troponine. Vous êtes sûr que c'est une péricardite, qu'il n'y a pas de signe associé de maladie auto-immune. Vous ne faites aucun bilan étiologique. Vous faites colchicine, un comprimé par jour. Vous donnez aspirine, 1 gramme 3 fois par jour. Vous donnez double dose d'IPP. Vous donnez restriction d'activité physique. Et avec ça, le patient doit pouvoir s'améliorer après 1 à 3 mois. Si le malade rechute, s'il refait une récurrence avec une nouvelle douleur thoracique, à ce moment-là, vous êtes en droit de donner pas plus que 0,2 mg de corticoïdes, toujours associé à de la colchicine. Vous réexaminez le malade, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de maladie signe clinique associée. Et à ce moment-là, vous êtes en droit de donner 0,2 mg kilo jour, 1 mois. S'il n'y a pas d'amélioration à ce moment-là, vous passez la main. Il ne faut pas aller plus loin. Je pense que c'est l'affaire du spécialiste pour poursuivre. Voilà. Donc, vous avez vu que vous participez beaucoup parce qu'en faisant ce que je viens de vous dire, c'est 90% des péricardites que vous avez gérés. D'accord? Et en général, les patients vont aller bien et vous n'aurez pas besoin d'avoir de demander l'avis d'un spécialiste. D'accord, merci. Alors, une autre question. Salam alaikum. Bonjour, Oustaz, ça va? Ma question, c'est concernant les péricardites découvertes lors d'un examen par scanner, parce que j'ai contacté le cas d'un malade suivi pour chimiothérapie suite à un néodosigmoïde. Et lorsqu'on a fait les bilans pour savoir l'état, comment il a évolué, on a trouvé une péricardite. Et le patient, il se plaignait de douleurs précordiales, mais lorsqu'on a fait l'examen et tout, on n'avait pas de signe sur le sujet ni rien. Mais lorsqu'on a fait l'examen TDM, on a trouvé une péricardite. Donc, est-ce que ça a traité ou bien on le suit ou qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Merci. Alors ça, c'est une très très bonne question. Alors, à travers votre question, je vais me permettre d'être plus vague et en répondant également à votre question. Parce que votre question soulève deux autres. Deux autres, c'est la découverte, premièrement, c'est la découverte d'une péricardite de manière fortuite. C'est ça, lors d'un bilan pour une autre pathologie. Et donc, deux questions se posent. Chez votre patient, par exemple, la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est une péricardite qui rentre dans le cas de sa néoplasie et donc est-ce que c'est une métastase et auquel cas c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que le traitement de cet épanchement, c'est essentiellement le traitement de la maladie causale, donc c'est autre chose, donc ça correspond pas à ce que je viens de dire. Et puis la deuxième chose qu'il faut se poser, c'est pour ça dans la conclusion j'en ai parlé, c'est le contexte. On est au Maroc, votre patient qui a reçu une chimiothérapie et qui a un épanchement péricardique se posait la question de la cause infectieuse. Et une des premières causes infectieuses dans le contexte marocain, c'est la tuberculose. Donc voilà, c'est ces questionnements que je me poserai. Alors, s'il n'a pas de douleur thoracique, je ferai rien. S'il a une douleur thoracique, donc c'est-à-dire que
cette douleur est rapportée à cette douleur thoracique, à ce moment-là, je serai en droit de mettre colchicine avec aspirine et double dose d'IPP. Donc voilà, c'est comme ça. Donc merci beaucoup parce que ça m'a permis de répondre à l'ensemble de ces questions. Merci beaucoup pour la question. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, professeur Hermouche. Donc, quand vous êtes là, on profite de l'occasion pour vous poser des questions, même si on n'en a pas. Alors, moi, je pose la question pour l'observance de ces malades. Moi, je démarre un traitement après un diagnostic échographique, ECG, biologique, et je confirme le diagnostic. Je commence le traitement. L'observance, à quelle cadence je dois revoir le malade? Et comme a dit mon ami Bentouil, à quel moment, pendant ces 3 mois, je dois passer la main ou je dois rester le médecin traitant de malade? C'est-à-dire, à quelle cadence je dois suivre? Très bonne question. Alors, donc la surveillance plutôt que l'observance. Parce que dans ce que vous dites, il y a aussi l'observance du traitement, vous avez raison, parce que beaucoup de patients, la grosse problématique de la péricardite, et c'est ce qui fait, enfin, votre question, que ça soit la surveillance ou l'observance, vont de pair. Pourquoi est-ce que c'est important de surveiller de manière rapprochée le patient? C'est tous les 15 jours, moi, que je vous conseillerais de les voir. Pourquoi? Parce que les patients, dès qu'ils se sentent bien, ils arrêtent le traitement. Et je vous ai montré une des diapos initiales où les principaux facteurs de récurrence dans la péricardite, et pour ceux qui ont déjà soigné une péricardite et qui ont vu une récurrence, ça empoisonne la vie. C'est-à-dire vraiment, c'est un patient qui arrête toute activité physique. Il pourra plus rien faire. Donc, dès qu'il y a un des principaux facteurs de récurrence d'une péricardite, c'est bien un arrêt de traitement trop rapide du fait de la non-observance parce que le malade se sent bien. Donc, moi, un des conseils que je vous donne, c'est que voyez vos patients tous les 15 jours durant les 3 mois de suivi initiaux. Pourquoi? Ça vous permettra de remettre une couche quant à l'intérêt de poursuivre le traitement et de surtout pas l'arrêter. Et ça vous permettra également de vérifier votre bilan biologique et notamment s'il y a un bilan biologique qui vous permettra de signer l'amélioration, corréler la clinique à la biologique, c'est bien la CRP. Donc voilà, donc la CRP doit se normaliser avec la disparition des symptômes. Donc voilà, donc moi tous les 15 jours, 3 mois initiaux et je ne passe pas la main tant qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes. S'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui vont évoquer une autre pathologie, je ne passerai pas la main, je continuerai à le surveiller tant qu'il va bien. S'il s'aggrave, à ce moment-là aussi, fait une rechute, peut-être je me poserai la question de l'adresser. Merci beaucoup, professeur Hermouche. Alors, au nom de toute l'assistance, nous vous remercions de votre exposé. Vous avez un trophée que je vous donne le samedi prochain à Tanger. Inch'Allah. Oui, on va se retrouver à Tanger. Pour le prochain congrès de médecine vasculaire. Et on remercie toute l'assistance et surtout le professeur et doyen, monsieur Chrebi, qui a assisté pendant tout ce congrès avec nous. Madame le professeur Polkia, merci beaucoup.